Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Taste Of. Au menu du jour, ensemble nous allons déguster un content marketing sur l'e-domnicanalité. Préparez vos papilles car au fourneau nous accueillons Sandrine Matichard. Bonjour Sandrine, Bonjour. tu es directrice éditoriale chez Infopro Digital Stories. À tes côtés, à nos côtés, Sonia Waxel. Bonjour Sonia. Bonjour Thomas. CMO Chief Marketing Officer chez Batch. Et avec nous également Shams et Jawani. Bonjour Shams. Bonjour. Tu es directeur marketing chez Zendesk sur toute la zone IMEA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique. Exactement. Donc bonjour à vous trois, ensemble on va tâcher de comprendre ce qui fait une bonne strat content omnicanal, comment on la pense, les écueils à éviter, et puis on reviendra avec vous évidemment sur des exemples très concrets et même quelques fails, on apprend aussi de ces erreurs. Vaste programme, donc j'en profite quand même pour dire à vous tous qui nous suivez de ne pas hésiter à partager vos commentaires, vos questions. J'aurai le plaisir de les partager à nos invités en votre nom. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Alors peut-être pour commencer, si vous voulez bien tous les trois, et sans faire trop long, mais qu'on comprenne d'où vous parlez, je serais curieux que vous présentiez en quelques mots vos activités respectives et je commence avec toi Sonia. Eh bien, merci Thomas. Donc, je suis, comme tu l'as dit, Chief Marketing Officer chez Batch. Et Batch, c'est une plateforme de marketing automation qui permet aux marques d'engager, convertir et fidéliser leurs propres clients en réalisant de superbes parcours relationnels, très élégants, contextualisés et en temps réel. On peut dire une solution omnicanal? Tout à fait. On peut le dire. Shams? Alors, Zendesk, c'est une plateforme de relations clients qui permet de centraliser, harmoniser tous les points de contact pour mieux servir et offrir la meilleure expérience client possible, que ce soit pour des clients, des collaborateurs ou des citoyens. Une solution omnicanal peut-être? Tout à fait. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Sandrine? Eh bien, moi, je suis directrice éditoriale d'Infopro Digital Stories, qui est donc l'agence de contenu intégrée du groupe Infopro. Donc, si vous êtes inscrit à ce rendez-vous, vous connaissez Infopro Digital, ces différentes marques, ces 12 millions de professionnels qui consultent chaque mois nos médias, nos différents événements, etc. Donc, nous, on vient apporter une brique de production sur mesure pour des opérations spéciales dans le cadre de nos médias ou pour des médias propriétaires. Donc on produit toutes sortes de contenus, du print, de l'audio, de la vidéo, du live, etc. etc. Ce qui va m'intéresser, c'est que finalement tous les trois, vous avez deux casquettes, à la fois vos casquettes experts parce que vous accompagnez différents clients à la fois dans la création et la distribution de leur contenu, mais parce que vous aussi, vous utilisez le contenu pour adresser vos clients et prospects. Peut-être si on peut se mettre d'accord sur une définition, parce qu'on parle souvent d'omnicanalité, mais évidemment, je pense que avec votre expérience, vous avez peut-être un regard très spécifique et une manière de le présenter. Allez, je change, je commence avec toi, Shams. C'est quoi l'omnicanalité quand on parle de contenu? Alors, je ne sais pas si on va se mettre d'accord, parce qu'on peut avoir plusieurs, je pense que c'était un peu le but de la question, plusieurs définitions différentes. Ça serait comment réussir à faire vivre un contenu sur plusieurs canaux différents et comment réussir aussi à faire vivre plusieurs canaux, plusieurs contenus selon les canaux. Donc s'adresser bien évidemment à la bonne audience, mais c'est un peu un mix de ces deux points-là, pardon. On me dit dans l'oreillette que Sandrine a une définition encore un petit peu différente. Alors non, je dirais qu'elle est plutôt complémentaire parce que je pense l'omnicanalité pour le B2B. C'est non seulement donner le bon message à la bonne cible sur le bon canal au bon moment, mais c'est vraiment essayer d'intégrer tout ça et de l'orchestrer dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire de véritablement définir des scénarios pour chacun de ces personas. Et notamment dans le B2B, on a quand même une problématique de disponibilité et d'attention. On a une bataille de l'attention qui est encore plus difficile. J'ai l'habitude de dire que non seulement on veut du temps de cerveau disponible, on a besoin de temps d'index disponible sur son mobile, tellement finalement il faut aller voler du temps dans une journée de travail la plupart du temps. Et comme une journée de travail, c'est un moment où on est forcément
occupé. Ça veut dire qu'il faut aller voler de l'attention, il faut aller capter de l'attention. Donc cette notion de scénario est très importante. Ah, justement, avant de passer la parole à Sonia, sur cette notion de scénario, parce qu'on imagine un scénario de film, donc on peut le projeter sur un scénario de contenu, c'est plus vaste que ça. En fait, c'est vraiment imaginer le moment où la rencontre va se faire. Et, entre une marque et son très public. concrètement, nous, on travaille pour Métro France qui s'adresse aux restaurateurs. La journée de travail d'un restaurateur, c'est le coup de feu. On travaille avec Karcher, par exemple, sur les artisans. Les artisans, leur téléphone, c'est leur mobile et leur personnel. Donc, on va peut-être aller retrouver les deux sur Facebook, mais peut-être avec des modalités différentes. Et ensuite, une collectivité, c'est plutôt quelqu'un qui travaille sur desktop et qui n'apprécie pas forcément toujours d'être sollicité en dehors. Donc, on va vraiment monter le scénario en fonction du secteur et de la fonction. Le petit Robert n'étant pas avec nous, je propose à Sonia de partager sa définition. La petite Sonia. Alors, nous, de façon un peu différente de Sandrine, on s'adresse quand même globalement à une audience qui est assez homogène, à savoir des populations de marketeurs, donc qui vont du CMO au CRM manager et également à des candidats potentiels, donc à des futurs batchers. Donc finalement, le message, il est assez clair. Les sujets sur lesquels on prend la parole également. Donc pour nous, l'omnicanal, ça va être surtout de quelle façon on le package, quel format on lui donne, vidéo, écrit, message très court, selon le canal. Mais si on remonte d'un niveau et si on doit parler vraiment d'omnicanal, en fait, je dirais que le vrai canal de l'omnicanal, c'est justement le client. Et que c'est donc le client qui va choisir ce qu'il consomme, à quel moment. S'il le fait en ligne ou en physique. Exactement. On en parlera un petit peu, mais sur les canaux offline, je pense qu'on aura pas mal de choses à se dire sur le B2B. En tout cas, chez Batch, on investit, on mise beaucoup sur les canaux offline en plus des canaux online. Cham, Sandrine évoquait la question de l'attention de l'audience. Toi, quand on préparait cet échange, tu disais qu'on était particulièrement lazy, paresseux en la matière et sursollicité. Oui, on est sursollicité en fait. On a énormément d'informations qui viennent vers nous, que ce soit des informations commerciales ou de contenu très qualitatif, clairement. Maintenant, c'est comment tirer son épingle du jeu. Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre et c'était un peu le point de Sandrine. Et pour ça, il faut effectivement, il y a l'espace-temps, et il y a l'espace contenu, et l'espace aussi, on va dire, qualité et temps pour consommer ce contenu. Donc entre un article, une vidéo, peut-être un tweet ou autre, c'est des espaces-temps différents. Et comment j'arrive à jongler un peu entre tous ces points-là pour justement attirer l'attention. Après, bien évidemment, on va probablement rentrer dans le détail de la qualité des contenus et qu'est-ce qu'on met en avant justement pour attirer cette attention-là. Et comment on va faire vivre ce contenu-là sur du long terme. Donc, pardon, si on se place côté internaute, qu'est-ce qui fait que je vais cliquer ? Je pense que c'est un premier sujet. Et puis, qu'est-ce qui fait que je reste ? Parce qu'on parle de contenu long, de contenu court. C'est un sujet côté marketeur. Si on connaît pas la marque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va m'attirer, qui va faire que le temps d'index, comme tu disais, Sandrine, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais vraiment m'intéresser à ce contenu-là. Après, c'est comment je vais fidéliser mon auditeur ou mon audience, on va dire, pour continuer, on va dire, l'aventure avec moi. Et en fait, je pense que les premiers points de contact et la qualité du contenu est super importante pour capter cette attention-là sur du long terme. Tu parles de continuer l'aventure, on parle souvent de taux de complétion, donc continuer l'aventure au sein d'un même contenu et vraiment aller au bout de ce contenu. Mais après, il y a continuer l'aventure avec la marque. Comment on génère ce switch, ouais. Alors déjà, juste pour revenir sur le pourquoi on va cliquer, enfin pourquoi le lecteur ou l'auditeur va cliquer et va aller un peu plus loin, je pense que déjà, il faut revenir à la notion d'intention. Et donc, on revient à le bon contenu sur le bon moment du parcours, la bonne fenêtre. Donc, plutôt sur la partie acquisition et inbound marketing, c'est être sûr qu'on va répondre à la bonne intention au bon moment du funnel d'acquisition. Et sur le pour continuer l'aventure, et donc plutôt pour la partie engagement, donc une fois qu'un prospect, un futur client est devenu client, c'est comment est-ce qu'on l'embarque justement au travers de la marque, donc qu'est-ce qu'on met à sa disposition. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie conversation qui doit se mettre en marche. On va être moins sur une conversation descendante, mais vraiment sur un dialogue.
Et donc, toujours être en train de collecter des besoins, des centres d'intérêt des clients et puis les embarquer. Donc, ce qu'on aime bien faire, c'est prendre la parole avec nos clients et via nos clients. Donc, faire en sorte que les clients soient les amplificateurs des messages. Et ça passe aussi par un ton de voix. Ambassadeur, c'est notre manière de le dire. Slash ambassadeur, promoteur. Et donc, ça passe aussi par un tone of voice qui peut être différencié par rapport à quelque chose de plus neutre sur des moments dédiés à l'acquisition. Je reste sur cette notion d'ambassadeur, mais à l'image des équipes marketing et sales à qui on donne toute une bibliothèque de contenu pour adresser l'audience. Est-ce qu'on fait la même chose finalement avec ces ambassadeurs qui... Si quelqu'un veut rebondir, mais je suis assez curieux de voir comment on pousse en fait la démarche. Alors, je reste avec nous, on a une règle assez simple chez Batch qu'on s'applique à appliquer. C'est qu'on part toujours de l'interne vers le client, vers le prospect. Et donc, c'est-à-dire que nos ambassadeurs, nos premiers ambassadeurs, ce sont les collaborateurs, ensuite les clients, et en tout dernier, les prospects. Et au milieu, on a aussi tous les partenaires qui sont là à chaque étape. Et donc, oui, évidemment, on va bien équiper ces ambassadeurs, donc clients et collaborateurs, avec le bon matériel. Évidemment, parmi les collaborateurs, on a nos commerciaux, qui sont nos premiers clients à nous au marketing et qu'on va équiper avec les bons collatéraux marketing et qu'on ne va pas créer, nous, dans notre coin, dans notre tour d'ivoire market, mais au contraire, main dans la main avec les commerciaux. Puis avec les clients. Et avec les clients également. Si je vais poser la question très naïvement, mais on a ici, je crois, plusieurs centaines d'entrepreneurs, de marketeurs qui nous écoutent. À quelle question je dois répondre? Quelle question je dois me poser au moment où je pose sur une feuille blanche ma future stratégie? Shams. Je commencerai par le pourquoi. Pourquoi je veux créer du contenu? Ça prend du temps. Et en parlant de stratégie, quels sont les efforts que je vais y mettre, quelles sont les ressources que je vais y mettre, et quelle va être la durabilité pour pouvoir tenir, entre guillemets, que ce soit un grand groupe ou un entrepreneur ou un start-upper, il faut pouvoir, on va dire, rester sur de la continuité de création de contenu, trouver les bons canaux, et surtout se mettre en place des KPI, donc on va dire des indicateurs clés de performance, parce que pour ne pas être déçu en cours de route, parce ça prend du temps. Créer du contenu, créer du brand content, on va dire, qu'il soit paid, owned ou earned. Oui. Il y a ça aussi, il y a ce mix aussi à prendre en considération. Combien je veux mettre d'argent au départ, donc c'est pas qu'une question, il y a plusieurs questions à se poser. Ouais. Je vais revenir avec vous sur c'est quoi les KPI qu'il faut avoir en tête, parce que d'ailleurs ça peut être un peu différent d'une marque à l'autre. Juste je reste sur cette idée de il faut tenir sur la durée, c'est-à-dire qu'on ne pense pas one shot, on construit sa stratégie éditoriale sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors là, mon regard bascule forcément aussi vers Sandrine. Il y a un courant actuellement anglo-saxon de community-based marketing, donc d'être vraiment dans une démarche complètement holistique d'animation de sa communauté. Alors, toutes les marques ne peuvent pas s'engager là-dedans, mais c'est quand même l'esprit. L'esprit, il y a eu toute une période où notamment à l'occasion du confinement, où les gens sont venus au contenu qui n'était pas forcément leur cam, entre guillemets, surtout dans le B2B. Ça s'est vu. Voilà, exactement. Donc on a beaucoup testé de choses, et puis, mais il y a une étude qui montre que 2 entreprises sur 3 qui font du marketing de contenu comptent investir plus cette année. Donc c'est quand même qu'ils y ont trouvé leur compte. Et ça s'est vu que ça marche aussi. Pourtant, 12% seulement disent j'ai une stratégie vraiment constituée et structurée. Donc on a été vraiment dans une phase où on a fait des tas de petits one-shots, et ça a parfois été siloté aussi, c'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'il y avait une série de contenus au branding et puis une autre série au marketing, que parfois on racontait la même histoire ou qu'on aurait pu utiliser. Donc il y a eu toute cette partie-là. Et puis ensuite, il y a ce challenge qui est que pour tenir dans la durée, on n'a pas forcément en B2B énormément de choses à dire. C'est-à-dire qu'on fait un certain métier, on a un certain nombre de cas d'usage. Quand vous avez un cas d'usage dans la banque, d'une tech dans la banque, au bout de 4 banques, que vous avez raconté l'histoire. Donc il faut toujours avoir cette notion de fraîcheur, de renouvellement, d'autant plus que votre communauté, elle est petite et elle se renouvelle peu.
C'est-à-dire que les gens changent de job, mais enfin, ils restent dans votre communauté. Donc, il faut pouvoir faire de la fraîcheur. Et par fraîcheur, je veux dire du renouvellement et aussi du frais dans la forme. C'est-à-dire un peu de champagne, même si on est dans le B2B, on peut aussi se permettre un peu de champagne. On va revenir dans notre échange sur ce qui fait un bon contenu, surtout que vous avez pas mal de méthodos pour pouvoir penser justement sa stratégie éditoriale et puis ensuite rentrer dans le contenu. Je reviens sur les grandes questions autour de la strat. Donc on a parlé du pourquoi, tu as évoqué notamment les KPI. Avant de rentrer dans les KPI, est-ce qu'il y a d'autres questions importantes qu'il faut se poser, Sonia? Alors pour rejoindre ce que disait Shams sur le pourquoi, nous, on est en train de construire justement la roadmap éditoriale puisque je viens juste de recruter l'équipe qui va la dérouler, la mettre en œuvre. Et donc la question principale qu'on s'est posée, c'est à quoi va servir ce contenu. Et donc on est parti de nos deux grands objectifs d'entreprise qui sont 1, la croissance et 2, le recrutement. Et donc en fait on va partir de ces deux objectifs pour construire la stratégie. Donc de quoi on parle? Donc il va y avoir évidemment des sujets très liés au métier du CRM, donc les personnes qu'on adresse. On va très peu parler de notre produit finalement, parce que ça se passe dans un temps 2 et plutôt via le canal sales. Et sur la partie recrutement, on va beaucoup prendre la parole sur notre marque employeur et donc, par exemple, l'équilibre vie pro, vie perso, la parentalité au travail, le travail remote pour ceux que ça pourrait intéresser. Et en tout cas, rien... Finalement, on fait aussi des pas de côté. Mais 10% sera peut-être... consacré à se faire plaisir, entre guillemets, sur des contenus où on va tester des choses, que ce soit sur des canaux, des formats, mais sinon le reste doit quand même être drivé par ces objectifs. Et par-dessus tout ça, une grosse couche d'engagement client qui vont se retrouver sur les deux objectifs que je viens de décrire, sur les deux grands piliers. Cham, je te vois réagir. Oui, en fait, il y a aussi un autre point à prendre en considération, c'est à qui appartient le contenu. Ça veut dire quoi? À qui appartient le contenu dans une entreprise? On est un groupe international, plus de 6000 salariés dans le monde. Donc, qui crée le contenu, à qui il appartient et qui va l'utiliser et l'amplifier. Tout à l'heure, tu disais qu'il était important de le produire pour les collaborateurs qui, eux, vont être un relais. Après, c'est quelle est la légitimité qu'on va avoir sur certains sujets aussi. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important. Une vraie question à se poser. Oui. Est-ce que je suis légitime? Tout à fait. Est-ce que ça fait partie de mes valeurs? Est-ce que content marketing, donc on parle de marketing, c'est pour activer des ventes derrière ou activer d'autres choses, mais ça reste de l'acquisition. C'est sur quels autres sujets je vais être aussi légitime? Donc typiquement, je pense à tout ce qui est CSR par exemple. Je te demanderai de définir CSR. Pardon. En fait, c'est tout ce qui est responsabilité de l'entreprise par rapport à ses salariés, par rapport à sa diversité, par exemple. En fait, il y a toute la partie diversité, inclusion. Est-ce que c'est des sujets qu'on veut leverager en interne? Est-ce que ça parle à l'entreprise et comment on l'amplifie à l'extérieur? Il y a aussi le cas du recrutement qui est très important aussi. C'est créer un peu ce brand love qui fait qu'on va être plus attirer les bons talents vis-à-vis de la concurrence ou autre. Tu disais, est-ce que je suis légitime? Est-ce qu'il faut aussi se demander où est-ce que je suis attendu? Où est-ce que je peux surprendre? Sandrine, oui, pardon. Alors là, ça fait partie effectivement des choses qu'on propose chez Stories, c'est vraiment d'avoir une réflexion stratégique en amont. Alors parfois c'est en aval, mais et vraiment passer par une phase d'audit. D'abord un audit de l'existant, donc vos audiences, votre SEO, les sujets que vous traitez, etc. Donc juste, je rajoute une question à t'entendre, c'est que disent mes data? Exactement. Oui, tout à fait. Puis que disent aussi mes relais d'opinion dans l'entreprise, parce qu'il faut aussi susciter du consensus autour de ce contenu. On parle aussi au nom des autres, donc c'est important. Et puis ensuite, on va faire un mapping très simple. Quels sont les sujets qui intéressent ma cible et qui ne les intéressent pas? Quels sont ceux dont je parle et ceux dont je ne parle pas? Quels sont ceux dont mes concurrents parlent et dont ils ne parlent pas? Donc parfois, dans ce mapping, on peut voir des opportunités de sujets. Donc là, bien sûr, je raisonne média parce que c'est notre culture. Mais c'est une réflexion identique. La marque est média aujourd'hui.
Tout à fait. Et en plus, il faut aller croiser ça quand même avec des objectifs de SEO. C'est-à-dire, c'est pas tout de parler d'un sujet, il faut quand même qu'il soit cherché. Donc, c'est un savant équilibre entre quelque chose de différenciant et de subtil, et en même temps, de pouvoir se mettre dans des sujets qui sont cherchés. Shams. Je rejoins ce que dit Sandrine sur justement la légitimité et surtout la partie analytics, ça c'est important. Je mettrai une petite nuance qui est, je reviens aux valeurs de l'entreprise. Chez Zendesk par exemple, c'est pas parce qu'il y a un sujet qui, on va dire, drive pas de trafic qu'on va laisser tomber. Hors business, hein, je veux dire, on a parlé tout à l'heure d'un... Enfin, je vais parler des CSR. Par exemple, ça peut être la communauté LGBT, ça veut dire, ça peut être Black Lives Matter, ça c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc on ne va pas voir Google Analytics ou qu'importe l'outil qu'on va utiliser en disant on ne génère pas de trafic là-dessus, on va arrêter. Parce que c'est les fondamentaux de ce qu'on est en tant qu'entité et on va capitaliser sur ça. Et ce n'est pas pour s'acheter non plus une visibilité parce que ça c'est un point qui est important. Il y a beaucoup de marques qui le font pour être visibles sur certaines thématiques. Soit on prend la vague ou c'est du newsjacking ou autre. Mais nous on a des valeurs qui nous importent énormément et justement, on va pas lâcher l'affaire, on va dire. Donc, on peut aller sur des sujets, même si ça ne draine pas de trafic, parce qu'on a quand même des choses à défendre. Et à l'inverse, et là je me rebascule vers Sonia, c'est pas parce que quelque chose doit générer du trafic potentiellement qu'il faut y aller. C'est pas, oui, pas pour autant qu'il faut y aller. Et tu parlais tout à l'heure aussi de oser peut-être des choses ou tester de nouveaux formats. On parlait de recrutement. Nous, par exemple, on va se lancer sur TikTok. Alors qu'on ne nous attend pas du tout. Tu disais, où est-ce qu'on n'est pas attendu? On n'est pas du tout attendu sur TikTok en tant que marque B2B. Et en fait, c'est pas du tout des clients on va pas aller chercher de la conversion sur ce canal-là, mais plutôt justement des futurs batchers. Donc ça, c'est qui sont peut-être demain des futurs users. Déjà, l'âge sur TikTok s'élargit, vieillit en tout cas, ouais. On croit qu'il n'y a que des jeunes. Ouais. C'est pas complètement vrai, voire... Pas vraiment vrai. Et en effet, on va aller plutôt chercher la notoriété que des enjeux purement business. Et donc là, on ne va pas aller regarder les mêmes KPIs de 1 pour... Tu m'as fait la transition parfaite. Du coup, tu parles de noto. Si on doit dresser une liste de KPI... tu vois, pour faire check sur ok, sur ce contenu-là, j'y vais parce que je sais ce que je vais chercher. On pense à quoi? Bon, évidemment, j'imagine du trafic. De l'audience, oui, du trafic. Nombre de leads. De la complétion. Oui, de la complétion. Ouais. C'est ça, du partage aussi du contenu. Est-ce que mon contenu est partagé ou pas? Il y a des contenus nous on voit qui sont beaucoup plus relayés, partagés. Et en fait, ça revient aussi à la récurrence de ce contenu-là. Je peux vous donner un exemple qui est le rapport des tendances de l'expérience client. C'est un rapport qu'on sort tous les ans en début d'année, qui est fait auprès de plusieurs dizaines de milliers de clients Zendesk. C'est un questionnaire et on sort les rapports des tendances. Entre la première année, là c'est la 4e édition, et aujourd'hui en fait il est beaucoup plus relayé, il est attendu. Donc on a créé un peu le rendez-vous, ouais. Oui, c'est ça, tout à fait. Et ça prend du temps, encore une fois. Là on parle de 4 ans. Sur d'autres sujets, ça peut être plus long ou plus court. Et je pense que pour revenir à la question des KPI aussi, c'est est-ce que c'est en fait il va y avoir des KPI selon les sujets qu'on va traiter aussi. Donc il y a effectivement les piliers donc, dont on a parlé, à savoir le trafic, le lead gen, etc. Mais je reviens à un point dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le ratio entre le paid, le earned et le owned. Je peux avoir un contenu qui va me créer du contenu, mais si j'ai beaucoup payé, j'ai fait des actions co-marketing avec des médias ou autres, on va dire des liens, du PPC ou que j'ai activé avec du budget. Ouais. On va parler clairement. Quelle que soit la solution. Il faut être subtil de ne pas le comparer à un contenu qui a été en organique. Et généralement, c'est une des erreurs qu'on voit assez régulièrement, c'est qu'on dit tiens, ce contenu il a fonctionné, on va encore en créer plus. Oui, il faut prendre un peu de recul et se dire combien on a mis et quel est, on va dire, ce ROI sur le contenu, quoi. Mais même dans ta lecture des analytics, tu as certains contenus qui sont à bas bruit, en fait, qui sont jamais dans ton top 20 des audiences, mais qui, sur la durée, en fait, t'amènent énormément de valeur. Tout à fait. Donc là, on parle de la long tail aussi, en fait. C'est comment on amplifie le contenu. On peut prendre cet exemple-là. Hein. Ça veut dire, on devance un peu les sujets sur ce qui est un bon contenu, mais il y a cette réflexion entre
le bon coup de com' à un instant T, et puis des contenus peut-être plus froids, mais qui en fait sont des contenus qui sont régulièrement recherchés par ces audiences. Il y a un point que tu as abordé tout à l'heure qui était intéressant, c'était, tu disais que chez Batch, vous utilisez le contenu, vous le partagez avec les collaborateurs pour, avant qu'il soit partagé avec l'audience. Donc on peut parler aussi du social selling. Donc comment les commerciaux vont activer ce contenu-là. On voit cette trend, hein, ça revient à ce que tu disais Thomas, c'est un gros pic, après ça baisse. C'est après le rôle du marketeur de faire vivre le contenu, de le laisser chaud ou tiède auprès des différents, on va dire, collaborateurs. Ça peut être le marketing, ça peut être les sales, ça peut être les BDR. Enfin, il y a plusieurs on va dire, ça peut être les équipes qui gèrent les accounts, donc en fait les CS, qui vont aussi continuer à faire vivre ce contenu sur du long terme, quoi. Ça me fait une transition superbe sur les gros écueils dans lesquels on peut aller, parce que typiquement ça c'en est un, c'est de produire un contenu sans se dire qu'il va être réutilisable, recyclable et vivre sur la durée. Quels autres écueils on peut avoir, Sonia? On a parlé en effet d'être un peu répétitif, de toujours répéter le même message sur différents canaux, et donc d'être dans du multicanal versus de l'omnicanal, alors que finalement le mode de consommation de ce canal ne sera pas le même que celui de mon Instagram par exemple. Qu'est-ce qu'on peut se dire? À l'inverse, d'avoir un discours inconsistent, donc incohérent. Je dis bleu sur l'email et en fait sur mon site web je dis vert foncé. De se tromper de cible, tout simplement. Je parlais de TikTok, on ne va pas aller chercher des CMO sur TikTok pour aller les convaincre que Batch est la meilleure plateforme. C'est un super outil, ouais. Donc je pense que ça fait partie des écueils un peu classiques. D'avoir un message périmé aussi, potentiellement. Être subtil, parce que faut pas oublier, c'est nous marketeurs, on s'adresse à nos pairs. Et on s'adresse à des C-level. Donc c'est des gens qui ont un niveau, on va dire, de connaissance, même s'ils ne sont pas experts du sujet, ils arrivent à avoir cette subtilité où est-ce que le contenu commence à devenir commercial versus raconter une histoire. Pas pour raconter une histoire, parce qu'il y a des histoires à raconter, c'est un peu les use cases, comment on les appelle, et aussi être impactant en fait. À la fin de la lecture, de la visualisation, de l'écoute d'un podcast par exemple, qu'est-ce que je retiens en fait? J'ai pas envie de faire passer plusieurs messages, mais si j'arrive à en garder un ou deux points, on a fait le job, on va dire. Être mémorable. C'est vrai qu'on a encore un peu l'écueil du discours commercial. Alors d'abord parce que nous, dans nos panels de clientèle, on a aussi des gens qui font des choses très techniques et qui s'adressent à des gens très techniques. Donc ce discours produit, en fait, il est attendu par l'audience parce qu'ils veulent avoir des informations sur le produit. Mais de l'information commerciale au discours commercial, il faut pouvoir intéresser sans être dans la démonstration. Donc ça, c'est, on va dire, alors d'abord, je pense qu'il y a le contenu branding d'un côté et le contenu vraiment marketing. Donc tout dépend du call to action qu'il y a derrière et on va vraiment écrire en fonction du call to action. Puis peut-être déjà de la relation qu'on a avec l'audience en question. C'est-à-dire que celle qui ne nous connaît pas n'a peut-être pas envie d'avoir la démo complète du produit, mais plutôt envie de savoir à quoi il répond, si on doit parler du produit. Cham, si vous voulez réagir. Juste sur ce point, je pense qu'on parle beaucoup de customer journey. En fait, on peut parler de content journey aussi. C'est avant d'arriver à... On peut partir du contenu qui est le contenu officiel sur lequel on est en train de communiquer et comment le travailler en amont. Donc typiquement, on va parler d'un exemple d'une customer story par exemple. Okay, on aime bien ça au B2B, parler de nos clients et mettre en avant nos clients, et c'est important parce qu'eux aussi ils sont contents quand ils ont de bons résultats de les partager. Mais en fait, si je viens et je partage une customer story sur le blog et je commence à la publier sur les réseaux sociaux, c'est très très bien. Maintenant, on peut aussi faire des teasers. Donc on peut par exemple partir d'une infographie, donner 2-3 chiffres clés et commencer à construire, à faire monter un peu ce contenu en puissance pour lui chercher cette audience-là et le continuer une fois que le contenu, on a fait le gros de la communication. Et après, on va plus loin. Enfin, c'est l'idée. On va plus loin et surtout, en fait, là, il y a une montée en puissance de la part du marketing, des équipes social media, enfin, du PR potentiellement, etc.
il arrive à un point culminant qui est, on va dire, le contenu, à quel moment on veut le partager. Et par la suite, c'est comment l'art de le faire vivre sur du long terme. Donc, et là, on joue sur la longue tail dont on parlait pour justement en tirer le mieux. Je voulais juste réagir sur un deuxième point, si possible. Mais on est là pour ça. On a 1 heure tous ensemble. Je C'était, vais quand même essayer d'être timekeeper, mais on est dans le sujet. alors, je disais, Zendesk, c'est plus de 6000 salariés. On est une boîte internationale, donc en fait on a une problématique, si je peux appeler ça une problématique, qui est le fait d'être global, donc global et local. C'est comment le contenu va être créé par les équipes globales basées aux États-Unis et comment nous on va lui donner on va dire une couleur locale ou et justement que les équipes locales puissent aussi activer ce contenu-là. Et la balance aussi entre les contenus qu'on va créer en local versus ceux qu'on va leverager du global. Quoi. Et on n'est pas sur de la traduction pure. On n'est pas sur la traduction pure parce que, on parle beaucoup on dit le contenu est roi, mais j'ai envie de dire que la localisation est sa reine. Donc, créer du contenu, c'est bien. Tu ferais pas du marketing? Non, on l'a vu dans plusieurs cas de figure parce qu'il y a des mauvaises traductions, il y a des traductions qui sont pas forcément, elles peuvent ne pas être bien revues. Il y a des nuances aussi en local et en fait, chez Zendesk, on est passé par exemple de la traduction à la localisation et aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle de la transcreation. Donc, c'est vraiment du contenu qui soit adapté selon les besoins locaux. Je prends un exemple très concret pour rebondir et pour se projeter. Vous voulez faire une vidéo aux US, ça veut dire que il y a le scénario qui est préimaginé typiquement de la part de l'équipe US et en Allemagne, vous allez repenser, réamender le scénario pour retourner une seconde vidéo. Ou c'est pour Par comprendre exemple, vraiment très concrètement ce que ça veut dire. Ou ne pas l'utiliser. Ou ne pas l'utiliser. On prend des expressions américaines. Le fantastique, ça passe pas en France. Outstanding. Outstanding, ça passe pas en France. Il faut avoir une humilité aussi. Donc en fait, ça fait rebondir sur les brand values. Et à chaque fois qu'on produit du contenu, on essaie d'être, on va dire, le plus proche de nos valeurs en tant que quantité et marque. Donc typiquement, c'est l'humilité, la confiance dans ce qu'on produit, être réel, être vrai. Et en fait, on essaie de faire passer ces messages-là, qu'importe le média ou le contenu. En complément, pour être encore plus concret, enfin opérationnel même, tu parlais de l'Allemagne. Nous, par exemple, on est en train de constituer tout notre stock de one-pager qu'on met à disposition de nos équipes commerciales. Sur l'Allemagne, on garde une grande place à tous les sujets privacy, GDPR, security, parce qu'on sait que c'est ce qu'ils vont aller chercher en premier, bien avant le use case et le ROI. Et donc ça, c'est vraiment de l'adaptation ou de la localisation, donc de la localisation en restant dans une stratégie globale. Et c'est vrai que c'est très, très important à c'est une des catégories les plus vues sur les sites allemands. C'est pas une blague. C'est toute la partie data protection et tout. Enfin, un Allemand qui arrive sur un site qu'il ne connaît pas, il va aller visiter cette catégorie-là en premier. Et en B2C, il va avoir les conditions générales de vente. Voilà, est-ce qu'il y a une entité dans le pays? Enfin, c'est des points assez importants. C'est vrai qu'on ne se projette pas forcément vu d'ici, mais il y a d'autres illustrations comme ça que vous avez à l'international. Moi, je peux te parler d'un learning, d'un apprentissage que j'ai eu dans ma... Non, je vais te sauf si tu parles d'un fait sur lequel qu'on peut partager et puis on en parle après. On en parle après. Teasing. Parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'il est l'heure de passer au grain de sel. Et le grain de sel, c'est avec Camille Franceschi, qui est fondatrice de Junebot, qui permet de créer son chatbot et qui a une question pour vous sur l'automatisation du contenu. Je pense qu'on va même pouvoir l'entendre et la voir. Bonjour à tous les trois. La question que je souhaitais vous poser est la suivante. Comme dans de nombreux domaines, l'automatisation a fait son arrivée à tous les niveaux dans la production de contenu. Selon vous, comment l'utiliser et jusqu'à quel point est-elle pertinente? Merci pour vos réponses. Question simple, réponse complexe. Qui veut prendre?
Alors, nous, on n'a pas encore automatisé la création de contenu au sens contenu riche. En revanche, là où on a intégré, et j'y pense parce que June Bot me fait penser forcément à un bot, on a intégré des logiques justement de bot dans nos interactions avec certains de nos clients, enfin avec des clients dans certains programmes spécifiques. Comme par exemple, je prépare une inscription à un événement et je souhaite envoyer du contenu offline. Ouais. Eh bien, je vais recueillir une adresse, des centres d'intérêt, pourquoi pas des indications de taille d'un t-shirt, si je compte envoyer un t-shirt, à travers un chatbot. Donc, c'est vraiment le niveau 1, en tout cas, de l'automatisation, mais ça nous permet de gagner énormément en temps et d'être pertinent sans aller capter, même chez nos clients, du temps inutile ou du temps superflu plutôt. Et ça, c'est quelque chose que vous faites avec quel outil? Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait avec notre partenaire de choix Jeudi Merci, qui est le partenaire qui nous accompagne sur toute la construction du programme relationnel et du programme de fidélité pour nos clients, parce qu'on est en train de déployer le programme de feed pour les clients batch, pour les remercier de leur engagement, puisque justement, ils nous donnent du temps, ils nous donnent des mots, du feedback, et donc on va les rewarder, les récompenser à travers un programme de fidélité. Et du coup, avec une réflexion à la fois on et offline. Oui, sur, tout à fait. Qui veut compléter la réflexion autour de la question de Camille Shams, sur l'automatisation? Moi, je vais prendre un autre point qui est important pour les marketeurs, qui est celui d'automatiser, une fois qu'on a généré les leads, hein, je reviens sur le basique, une fois que les leads sont générés, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il y a le côté humain qui est très important, donc les équipes qui vont faire le follow-up, et il y a aussi, vu qu'on génère des volumes assez importants, c'est aussi la capacité à automatiser tout ce qui est, on va dire, nurturing de mon prospect ou de mon client par rapport à un schéma relationnel, à une matrice qu'on va mettre en place. Donc typiquement, revenir à la qualité, à la pertinence du contenu, il y a le côté, on va dire, le contenu global, qui est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut vendre. Et il y a aussi, on peut aller sur de la verticale par exemple. Si j'ai un prospect qui est dans la fintech, FinServe, je ne vais pas l'adresser que de la même manière qu'un retailer. Donc quels sont ces contenus-là et ces schémas relationnels-là que je vais mettre en place qui sont importants? Moi, je parlerais plutôt aussi de scalabilité. Et donc la scalabilité dans le contenu, c'est comment je vais utiliser un contenu qui a fonctionné dans une région, on va rester en Europe, qui a, on va dire, bien fonctionné en Allemagne. On va le tester ailleurs, donc pour ne pas dupliquer les efforts des équipes. Donc je pense que c'est un peu le nerf de la guerre pour le marketing. Effectivement, on va de plus en plus vers l'automatisation, on analyse tout, on a beaucoup de data disponible. Donc après, ça revient à choisir les bons KPI et aussi comment faire travailler les équipes en interne, même si elles sont à plusieurs time zones différents, pour justement prendre les best practices, adapter si besoin, tester, ça ne fonctionne pas, on arrête, on passe à autre chose. Du coup, on automatise un maximum, mais pas tout. Pas tout. Pas tout parce qu'on est dans le... Enfin, en tout cas, on va parler du B2B en particulier. Il faut de la personnalisation et la personnalisation vient de l'humain. On va pas se mentir. Quand on s'adresse à des grandes audiences, c'est très bien sur certains sujets. Donc, typiquement, je reprenais l'exemple du CX Trends tout à l'heure, le rapport des tendances. Oui, il y a un premier grand chapeau. Et le deuxième, derrière, c'est comment je vais rentrer un peu plus dans les détails. On a la chance en B2B, contrairement au B2C, de connaître nos clients. Dans l'idéal, on leur parle même individuellement en one-to-one pour de vrai, j'entends, pas uniquement par des messages automatisés. Et donc, en effet, l'automatisation, c'est un enabler de pas mal de choses, mais si on peut continuer à incarner quand même la relation d'humain à humain, c'est là qu'on est le plus pertinent, et d'où les canaux offline qui sont importants aussi et ça revient à l'impact dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi cette personne va cliquer sur l'email et pourquoi elle va le lire et interagir. Et pourquoi à l'intérieur de l'email, elle va recliquer pour aller tout à fait, loin, pour aller sur le site. Donc en fait, l'email, c'est une passerelle pour arriver sur le site, pour faire une action par la suite. L'action, elle est effectivement dans l'email, mais la passerelle vers plus de découverte et de contenu sur le site. Sandrine est très respectueuse parce qu'elle ne vous coupe pas, mais ça fait plusieurs fois que je te vois tout réagir. ce que vous dites est du miel à mes oreilles, donc je ne peux que souscrire à ça et au fait que justement des structures comme les nôtres qui ont une sensibilité éditoriale arrivent avec aussi
une intuition qui ne se mécanise pas totalement, Dieu merci, et c'est tout le sel de ce métier. Après, sur l'automatisation, je pense qu'il y a aussi l'automatisation des moyens de production. Hein. C'est vrai que nous, le speech-to-text, le mobile journalisme, les petites applis pour monter des choses et tout, ça nous a vraiment beaucoup facilité la vie, et ça raccourcit le chemin finalement entre l'idée et la réalisation. Donc même en tant que chef de projet chez InfoPro, nous très souvent on travaille sur des maquettes de générique, d'habillage, pour vraiment arriver exactement à ce qu'on veut. Et puis ça donne aussi le mindset d'être... le chargé de projet est aussi créatif, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Et c'est vrai que tous ces outils de créativité, nous on travaille avec PlayPlay par exemple sur le montage, et c'est vrai qu'on peut être sur un événement, monter en news et envoyer à 18h un petit digest. C'est bon, il faut avoir l'habitude, mais voilà. Je dirais que l'écueil, c'est que justement, comme on a des outils en main, on a tendance à dire, en fait, je vais pouvoir faire des petits films moi-même, je vais pouvoir faire mon reuse, finalement, je sais le faire, je prends Canva, je prends ça, là, là. Bon, il faut quand même mettre du fond dans la forme. Donc c'est vrai que si vous avez tous les outils, mais que le discours n'est pas là, ouais. Voilà, c'est la limite, c'est raté. On ne peut pas tout automatiser. Dieu merci. Alors, on l'a rapidement évoqué, mais j'aimerais bien que ce soit dit une bonne fois et de manière très complète. C'est quoi un bon contenu? Comment on le fait, ce bon contenu? Bon, je peux me lancer Ouais. rapidement, qui répond aux besoins de mon audience. Elle aime quoi, l'audience? Je vais pousser un peu mes questions. Des solutions à des problèmes qui l'empêchent de dormir. Des chiffres. C'est-à-dire, on reprend en fil rouge un peu le cas client ou le témoignage client. C'est bien de dire j'ai fait ci, j'ai mis ça en place. C'est génial, mais en fait, mais qu'est-ce que ça t'a Qu'est-ce rapporté? que ça, oui, c'est ça, quels sont les chiffres. Et en fait, on est de plus en plus dans un monde où on veut de l'activation. C'est-à-dire qu'on a vu, là, depuis 2 ans, il y a eu la pandémie qui a accéléré pas mal de choses. On va revenir parce que c'est un sujet qui est important. Et on va dire le time to value et le go to market, il est de plus en plus accéléré. Donc on prend plus beaucoup de temps pour réfléchir. Donc demain, si je veux activer quelque chose, j'ai besoin de voir un cas concret, de voir quels ont été les résultats, comment on a déployé, et ce qui va peser un peu dans la balance. Et finalement, c'est assez proche même de ce qui se fait en relation presse. On va donner des chiffres aux journalistes parce que ça saute tout de suite aux yeux. Et puis, généralement, ils ont l'habitude aussi de regarder ce qui va intéresser leur audience. Et c'est vrai que ces sujets... Les sujets de presse ne sont pas forcément les mêmes que les sujets business. Oui. Hein, c'est vrai que l'utilité qu'on peut avoir vis-à-vis d'un client, c'est l'aider à s'inspirer. D'aller voir sa direction générale pour dire les autres font ça, et de dégager du budget et d'avoir une idée d'avance. Hein. Donc c'est vraiment des besoins assez clairs, mais effectivement, je pense que l'aspect chiffre met tout le monde d'accord, donc c'est assez efficace, effectivement. Je reste avec toi, Sandrine. Qu'est-ce qui fait qu'un contenu est intéressant? Il est utile, il est crédible, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il soit exact, parce que quand même on lit beaucoup d'âneries. Et comme personne ne va vérifier à la limite. C'est souvent du copier-coller, du brand content, de l'inbound, de quelqu'un d'autre. Ouais. On se dit, mais alors c'est un chiffre France ou c'est un chiffre monde? Et puis alors, de quelle année, on tire effectivement le fil et on se retrouve à un chiffre de 2015. Donc ça, quand même, ça fait mauvais effet, ça fait vilain. C'est un contenu frais, comme je disais, vraiment, c'est d'avoir la possibilité d'être renouvelé. Et puis, alors, la crédibilité, c'est vraiment important, et notamment le contexte dans lequel il est mis. C'est vrai qu'on a la faiblesse de penser que sur des médias crédibles, ça crée une crédibilité pour certains contenus. Et puis, c'est un contenu qui est accessible. Hein, c'est-à-dire que si vous avez fait un super contenu, mais que personne ne le voit, c'est quand même embêtant. Donc, il y a ce savoir-faire aussi d'activation. C'est ce qu'on oublie souvent. Totalement. On ne dépense pas assez là-dessus. Des fois on met des gros budgets, ce qui est important pour faire un beau contenu, mais en B2B, parfois en SEO, il faut peut-être mieux aller viser des mots-clés qui sont assez pointus, assez quantitativement peu recherchés, mais comme ils sont recherchés par notre cible, ça nous va très bien. Alors que si on va se battre sur décarbonation, on est perdu. Voilà. Donc il faut avoir des stratégies aussi dans l'activation. Alors moi je dirais qu'un bon contenu, finalement c'est un contenu qui derrière va créer des conversations.
quand je dis conversation, mais ça peut être une discussion commerciale, ça peut être une conversation. Par exemple, moi, quand je consomme un bon contenu sur un média social comme Instagram, je sais que je vais en parler autour de moi. Donc ça peut être une discussion commerciale ou une discussion sur des sujets plutôt de société, ou alors, comme tu le disais, de dire les autres font ça, ça marche. Et donc en fait, un bon contenu, c'est un contenu qui ne s'arrête pas au moment où on a fini de le consommer, mais qui au contraire ouvre des conversations. Cham, si tu voulais réagir aussi. On a parlé de budget, je pense que la limite, c'est de ne pas être sous respirateur artificiel, à savoir être dépendant du budget. Donc, c'est comme... Oui. Non, vas-y, j'ai demandé, ça veut dire quoi, pas être dépendant du budget? Parce qu'on a tous Oui, tout à fait. On parle de... Enfin, c'est soit on paye pour diffuser notre contenu, soit on a une marque et une légitimité sur un sujet en particulier qui va faire que c'est attendu, donc le côté intéressant dont on parlait. Et après, il y a tous les canaux de distribution qu'on a, typiquement les réseaux sociaux, le site, etc., où en fait, on a de l'inbound, donc c'est des gens qui viennent parce qu'ils attendent ce contenu-là. Donc parler de respirateur artificiel par rapport au budget, c'est d'être dépendant en fait d'un budget pour faire vivre ses contenus. Et donc on peut le faire, clairement. Maintenant, c'est où est-ce qu'on met la limite et où est-ce qu'on met le point de bascule. À quel moment je coupe, où je me dis, voilà, c'est en train de... Ça a bien pris, on est légitime sur ce sujet, etc. Et on continue sur de l'organique, on va dire. T'as un exemple en tête? Chez Zendesk? Ouais. Très bonne question. Un exemple en tête où... alors on essaie de faire beaucoup d'organique, clairement. Ouais. Et je pense que c'est la partie la plus, ce que je trouve la plus passionnante pour un marketeur, c'est de pouvoir faire vivre du contenu sans payer pour. Le rêve. C'est le rêve, oui, c'est le rêve. Donc, du coup, il faut être résilient, il faut continuer sur du long terme. On le disait, on peut activer avec du budget au départ. Oui. Non, mais je reviens là-dessus parce qu'on entend souvent dire que les plateformes, au départ, nous ont donné un peu l'idée que tout pouvait se faire en organique pour finalement réduire petit à petit la part d'audience d'un contenu, la part d'audience de son audience, pardon, à qui est adressé vos contenus, pour que finalement on se mette à faire de plus en plus de paid. C'est là où il faut comprendre comment fonctionne l'algo. Voilà. Et alors, comment on est là pour en parler. Comment on le nourrit pour qu'il réponde aux besoins finaux. Il faut le nourrir, l'algo. Il faut jouer son jeu. Oui, ils sont la bête. Non, on dirait que vous avez vos petits secrets que vous voulez pas partager là. Non, pas. Enfin, je pense qu'il y a une partie on va dire, on budgétise par rapport au contenu qu'on veut leverager. Et effectivement, quand je dis nourrir l'algo, c'est aussi, tu parlais beaucoup du SEO, c'est quel est le rapport entre le SEO et le PPC. Donc le payant versus on va dire l'organique, ce qui n'est pas vraiment organique parce qu'on paye aussi à moins d'avoir des équipes en interne sur la partie SEO. Et c'est en fait comment faire travailler les équipes en interne. Donc comment je fais travailler mon équipe qui gère, on va dire, les AdWords, pour ne pas les citer, et le SEO. Donc quand je disais faire un peu sur cet exemple en particulier, tu parlais beaucoup de mots-clés. Comment je réduis la pression sur un mot-clé pour justement plus le travailler. En fait, c'est un jeu d'équilibre en fait qu'il faut faire. Donc là, c'est sur Je fais une parenthèse, pardon, tout de suite, parce que je vois là qu'on est une première question que je vais vous poser dans quelques instants, là, d'ici une dizaine de minutes. J'en profite du coup pour dire à tous ceux qui n'ont pas posé de questions, mais qui en ont plein dans la tête, de ne pas hésiter là à me les partager. Je les ai vraiment sous les yeux. Je vous propose peut-être, pour accélérer, parce qu'il nous reste quand même peu de temps, on va revenir un peu sur les fails, les moments pas évidents. On passe à l'épicé pimenté. Eh bien oui, mais ça passe toujours vite quand c'est intéressant et qu'on est bien ensemble. Parce que je ne sais pas si on vous entendait pendant les jingles, du coup je reprends, je commente. Allez, un fail, on partage chacun un fail, un apprentissage. T'étais prête tout à l'heure. Je voulais y aller tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que disait Shams sur la glocalisation. Dans ma vie précédente, j'avais lancé toute une stratégie de communication auprès de nos clients, donc qui était une population extrêmement engagée, où on avait développé un tone of voice avec énormément de proximité, donc sans être familier, mais déjà un tutoiement. Donc en français, c'est une vraie question à se poser. Et quand on a activé notre programme d'engagement au UK,
Donc avec des Anglais, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, comme il n'y a, pas de sujet, c'est you. Il n'y a pas de tu, il y a de vous, donc on y va, allez, on y va plein fer. On a juste à répliquer, donc à traduire, évidemment, à adapter un peu de vocabulaire. Mais sinon, on a vraiment fait un copier-coller de ce qu'on faisait déjà en France, puisque c'était la même population, ce sont nos clients, on les connaît, et ils puis connaissent nos équipes, sujet, ils connaissent la marque, vouvoiement, bien sûr. Ouais. Mais quelle erreur! Grave erreur! Ils n'ont pas compris qu'on soit dans cette proximité acquise, alors qu'on est dans un environnement business. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, si demain j'appelle un client français pour lui dire prenons-nous un café, on se prend un quart d'heure, je passe en bas de ton bureau, il n'y a pas de sujet, oui, prenons un café. On aime le café. Et si je fais la même chose avec un Anglais, il va me demander quel est le business purpose, enfin quel est l'agenda, et on va pas juste se prendre un café. Et donc ça, c'est des et ça se traduit dans, toutes les interactions qu'on peut avoir en ligne ou en offline avec ses clients d'un pays à l'autre. Il faut être extrêmement vigilant quand on va dans un pays qu'on pense connaître ou du coup, pas d'ailleurs. L'apprentissage, c'est quoi? Soit on se fait accompagner, soit on a des locaux L'idéal, évidemment, c'est d'avoir des locaux. Et on parlait de l'Allemagne. En Allemagne, il faut avoir des locaux dans les deux sens du terme, des personnes locales et des locaux, des bureaux. Ah oui. Une adresse, un numéro de téléphone. Non, mais il faut le savoir quand on lance l'Allemagne. Et oui, donc d'avoir des personnes qui sont du terrain et pas juste des personnes qui vont parler la langue du pays ou avoir fait leurs études brièvement là-bas. Donc c'était en réaction à ce que disait Shams sur la localisation des contenus. Donc c'est à la fois sur ce qu'on dit et beaucoup sur la forme. Le tone of voice qu'on emploie. Essentiel. Et aussi la pression d'ailleurs qu'on va mettre. Ouais. La pression marketing. Un Américain peut recevoir 2 messages de votre part par jour, puisqu'il est habitué. En fait, on est sur un terrain assez promotionnel où on est sursollicité en permanence. Ouais. Si je fais pareil avec des Allemands, ça va très vite passer à de l'opt-out sur mes canaux CRM. On fait le tour des fails. Allez, je me lance. Ouais, ça fait un moment que je fais du brand content et la difficulté que j'ai toujours eue, c'est à vraiment justement arriver en proposition sur des dispositifs omnicanaux. C'est-à-dire que autant tout le monde vise l'omnicanalité, autant en fait quand il faut aller préparer un dispositif et vraiment arriver avec le big picture, finalement on finit par resserrer énormément et arriver à un des produits, et un produit, on va dire, sur étagère qui existait et qui était classique. Ça arrive quand même assez souvent. Alors, on s'est quand même posé la question de pourquoi. Je pense qu'il y a quand même encore des silos dans le contenu, déjà, d'une part. C'est-à-dire que l'approche globale, elle n'est pas chez le client, déjà. Et peut-être, finalement, quand on vient vers un client avec une idée d'omnicanalité, peut-être, en fait, finalement, partir par le petit bout, par une petite brique du dispositif, mais en ayant en tête ce qu'on fera au bout si ça marche. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une difficulté de transformer ce type de proposition. Et l'idée, c'est de donner à voir pour pouvoir remonter. Alors qu'on pourrait quand même penser à l'inverse, que des fois, on peut avoir des demandes de je veux faire un podcast, ou je veux faire une vidéo, ou je veux faire telle action, mais sans des fois même se demander dans quel cas, dans quelle logique éditoriale, voire même qu'est-ce que la marque a à dire tout court. Tout à fait. Et puis, en fait, quand on fait de l'omnicanal, souvent on fait beaucoup de reuse. En fait, on a un gros container de contenu, une émission, un livre, etc., une étude, et puis on va la valoriser. Donc, en fait, le big picture fait peur parce qu'on se dit, oh là là, c'est cher, alors qu'en fait, c'est juste une bonne valorisation des assets qu'on a créés. Et ça, c'est pas encore une culture qui est complètement, enfin, ça dépend des secteurs, mais qui est complètement acquise. Eh ben, vous qui nous entendez, j'espère que c'est acquis. Shams. Moi, c'est une expérience personnelle dans une de mes précédentes expériences pro où c'était la définition du pourquoi. J'y retourne, mais on avait travaillé avec certains, on va dire, en fait c'était dans le monde de la finance, avec des analystes qui créaient des vidéos super pertinentes avec beaucoup d'insights et on pensait que ça allait fonctionner et qu'on allait avoir de la vue et que ça allait convertir. Donc ça revient à la définition du pourquoi. Pourquoi en fait j'ai créé ce contenu. On était content, tout le monde, les experts trouvaient ça génial, mais on n'avait pas défini, on va dire, quelle est cette montée en puissance par rapport au KPI qu'on va mettre en place. Et j'étais le premier à être frustré. Je voyais pas les résultats arriver
Et je m'étais mis un peu des objectifs, mais qui n'étaient pas forcément, on va dire, cadrés. Bon, ouais. Et ça commence à créer de la frustration parce qu'on dit ça prend du temps, même si c'est externalisé. Mais aussi, voilà, quels sont les résultats qu'on y attend, quoi. Donc ça, c'était un bon learning. Donc ça, c'était la première période. Et la seconde, c'est on s'est dit, on s'assoit, là, on arrête, on réfléchit à pourquoi on veut faire ça, comment on veut le faire et qu'est-ce qu'on attend et comment on le faire monter en puissance, quoi. Start with why. Ouais. Et au final, c'est juste qu'il fallait laisser le temps à ces contenus Tout à fait. prendre. Ok, c'était simplement une question de Et temps. c'est l'amplification. Et donc on y revient. C'est l'amplification et la timeline en fait qu'on se met. Il n'y en avait pas vraiment. Et donc du coup on s'attend à ce que ça convertisse ou que ça soit amplifié assez rapidement. Mais encore une fois, ça a pris un peu plus de temps et après c'était génial. On va dire. Et on n'est pas en Angleterre, donc si je vous donne rendez-vous dans 10 secondes pour un café, là vous me dites que vous êtes partant sans me demander le business Je purpose. dirais sans sucre. Très sans bien. sucre. Moi Merci, je vous Thomas. propose d'accompagner ça de fromage et de dessert. Eh bien, donc pour l'instant, j'ai une question de l'audience, donc je peux broder pour tenir les 5 minutes, mais je pense qu'on a largement de quoi faire avec une question. Néanmoins, si vous en avez, posez-les tout de suite pour que je puisse organiser vos temps de réponse respectifs. Alors, la question est la suivante, c'est une question de Julie qui vous demande, qui vous dit bonjour déjà, Bonjour. qui vous demande, est-ce que l'on fait du content marketing de la même manière pour du branding ou de l'inbound? Allez, je démarre avec toi, Sandrine. La réponse est non. Quand on a dit qu'il faut partir du pourquoi, il faut partir du call to action. C'est-à-dire qu'à la fin de son contenu, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Donc, si on veut créer du trafic sur la page produit, on va forcément écrire différemment et on va être très direct. Voilà. Si on veut travailler sur la RSE, la subtilité, etc., et je dirais dans les éléments de langage. Et après, dans les types de formes à privilégier. Si on veut faire du contenu international, il faut mieux pas faire du podcast, par exemple. Donc voilà, on va vraiment travailler par rapport à la problématique. Et nous, on fait vraiment une approche par besoin, c'est-à-dire que c'est pas par produit, c'est quel est votre besoin. Et donc, si vous voulez faire de l'influence, c'est une certaine forme. Si vous voulez faire de la transfo directe, la réponse sera différente. Si on joue au jeu différent, cette différence chez Batch ou chez Zendesk sur la partie contenu branding, contenu inbound. Moi déjà, c'est pas les mêmes personnes, tout simplement, qui font l'un ou l'autre. Et puis derrière, les canaux seront... Il va évidemment y avoir un overlap sur certains canaux et sur d'autres non. Donc toute la partie RP qui est plus du brand content va plutôt vivre sur des médias externes et sur LinkedIn et sur le blog. Là où le contenu vraiment marketing content va être surtout à la main des commerciaux et des BDR, donc des personnes qui sont là en amont pour aller éduquer le marché. Et en fait, on va très peu parler de notre produit sur des grandes audiences. On va plutôt être focus sur des use cases qu'on va mettre évidemment à disposition de notre site web parce qu'on sait que les personnes qui arrivent jusqu'au site ont une intention et donc on peut leur parler de use case et de valeur de la plateforme. Mais sinon, on va très peu prendre la parole sur le produit en dehors de ces canaux-là. James ? Je pense qu'il faut créer des ponts aussi entre la marque et l'acquisition. Donc le direct response, par exemple, par rapport à... On n'oublie pas complètement sa marque dans un contenu... Ce que je voulais dire, c'est en fait, il y a un point qui me paraît essentiel aussi, c'est comment je vais snacker mon contenu. Donc peut-être expliquer le mot snacker. C'est comment je vais le découper. C'est de redécouper voilà. Pour le réutiliser. On a un contenu qui est brand, ouais. Qui va servir peut-être le côté PR ou le côté com. Il y a peut-être des passages que je veux pouvoir récupérer, soit des passages écrits ou des vidéos ou autres, que je vais utiliser pour l'activation aussi. Donc c'est partir de ce brand-là, de cette marque-là, en fait, ce contenu qui est destiné pour servir la marque, qui va être amplifié par les RP ou par d'autres canaux. Et il y a des micro-messages qu'on peut réutiliser pour... Oui, tout à fait. Ça peut être une citation d'une marque, ça peut être la citation sur un chiffre en particulier. On revient. On y revient. Hein, et comment, en fait, cette partie-là de contenu va être utilisée
par plusieurs intervenants au sein de l'organisation. Donc ça peut être les sales, comme ça peut être les BDR par exemple, comme ça peut être le marketing, comme ça peut être... C'est donner... En fait, ça en revient un peu à ce que tu disais, c'est donner l'envie en fait. Donc il y a un jeu d'équilibre qui doit se faire entre les deux. Alors là, c'est mon jeu d'équilibrisme, mais tu parlais de chiffres. Il me reste 30 secondes pour vous remercier tous les trois d'avoir partagé à la fois encore une fois, avec à la fois vos casquettes de comment vous utilisez le contenu aujourd'hui pour adresser vos clients, et puis d'une manière plus globale, comment ça marche aujourd'hui le content marketing en omnicanal. Et évidemment, il me reste 10 secondes, mais je vais les prendre pour vous remercier tous de nous avoir suivis. Je crois qu'on se retrouve d'ailleurs très bientôt pour une prochaine édition de Taste Off. Merci à tous.